Bonjour et bienvenue sur le plateau des 24 heures chrono de l'International pour cette 13e édition. Nous sommes toujours en direct depuis les studios de TV5 Monde et pour la première ville de ce marathon, partons tout de suite à l'est de la péninsule indo-chinoise, direction Hanoï. Capitale et centre culturel du Vietnam, elle est située tout au nord de ce long pays. Et tout au long de cette émission, je serai accompagnée par 4 intervenants. Bonjour à tous. Bonjour. Jean-Philippe Aiglinger, vous êtes PDG de Vietfab Stratégie. En quelques mots, qu'est-ce que c'est Vietfab Stratégie? Vietfab Stratégie, c'est une entreprise en fait qui est là pour essayer de développer les relations économiques entre les PME françaises et vietnamiennes et de plus en plus les startups dans le domaine en fait de la santé médecine, de l'agroalimentaire et des nouvelles technologies de l'information. Et c'est une société qui se constitue autour de 3 axes principaux. C'est la connaissance du pays, donc les études, l'information. Deuxièmement, c'est la formation pour envoyer des personnes en projection sur le Vietnam. Et c'est l'accompagnement opérationnel pour mettre le premier pied à l'étrier de ces startups et de ces PME au Vietnam. D'accord. Et vous y avez vécu de 92 à 2005. Vous êtes retourné très régulièrement depuis. J'étais étudiant à l'université pour apprendre le vietnamien en 92. J'ai ensuite travaillé à l'ambassade de France, au Crédit Lyonnais, chez Open Asia, au Press Club, chez Alcatel. Et depuis la création de la société en 2014, j'y retourne environ 5 à 6 fois par an. D'accord. Voilà. Bienvenue sur le plateau. Merci beaucoup. Marie Nilsson, vous étiez professeure de français langues étrangères sur place et professeure de théâtre. En quelle année? C'était il y a très récemment. Oui, alors c'était entre 2016 et 2018. Je suis rentrée en juillet. Et en fait, donc j'étais professeure à l'Institut français. J'intervenais aussi dans des écoles primaires, dans des universités. Et je faisais des stages un peu créatifs et théâtraux aussi en langue étrangère, en français. Voilà. Bienvenue aussi. Dine Longue Femme, vous y avez vécu très récemment aussi et vous travailliez au Learning Hub. Qu'est-ce que c'est? Alors le Learning Hub, c'est une organisation qui encourage et soutient toutes les personnes à Hanoï qui veulent s'engager pour avoir un impact sur l'environnement ou la société. Et en fait, on a apporté un espace de coworking et on a organisé beaucoup d'événements pour que tous ces gens-là se rencontrent, s'inspirent et passent à l'action. Un lieu de rencontre, très Voilà. bien, bienvenue. Merci. Et enfin, Benoît de Tréglaudet, bonjour. Vous êtes directeur de recherche à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire et vous avez vécu très longtemps aussi, longtemps à Hanoï. Oui, j'ai vécu à Hanoï essentiellement dans les années 90, mais par mon métier, j'y retourne un peu moins souvent que Jean-Philippe Aiglinger, mais 3 fois par an en mission pour faire des missions de terrain et rencontrer mes interlocuteurs. D'accord. Et vous venez d'écrire un livre, Histoire du Vietnam, de la colonisation à nos jours, édition La Sorbonne 2018. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur cet ouvrage? Alors, en 2 mots, un chercheur qui travaille sur le Vietnam en France se heurte souvent aux clichés qui sont tenaces sur ce pays. On a tendance à voir le Vietnam comme étant, encore une fois, une ex-colonie française avec toutes ces images un peu d'apparat que le cinéma a apporté. Et donc, notre volonté avec cet ouvrage était de mettre ensemble des gens qui ont fait leur terrain de recherche au Vietnam dans les années 90, dans les années 2000 et beaucoup plus récemment, qui ont appris la langue vietnamienne, qui connaissent la façon dont cette société fonctionne, pour offrir un visage un petit peu plus moderne et un petit peu plus réaliste en fait de ce qu'est ce pays. D'accord. Pour débuter l'émission, j'aimerais vous poser une question. Le Vietnam est un pays communiste à parti unique. Qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui vivre dans un pays communiste pour les Vietnamiens comme pour les étrangers? Alors, un parti communiste, c'est 4 millions de membres dans un pays d'à peu près 100 millions de personnes. C'est une structuration qui est très très présente, du sommet de l'État jusque dans la société, avec des cellules, avec une réelle présence du parti partout. Donc, c'est aussi une façon, en fait, pour la société de tenir un pays qui est en train de changer considérablement, en fait, depuis une vingtaine d'années. Et c'est une façon de pouvoir revendiquer un héritage politique depuis 50 ans qui a conduit une élite au pouvoir et qui la maintient au pouvoir. D'accord, merci. Jean-Philippe, quelques mots sur le climat des affaires sur place. Alors, le climat des affaires sur place, le climat des affaires en termes d'opportunités. Le Vietnam, d'abord, c'est ce que Benoît de Tréglaudet a dit, c'est 100 millions d'habitants. C'est un pays qui, depuis 30 ans, enregistre des taux de croissance de 6 à 7% l'an.
pour passer d'un PIB, moi quand j'étais dans les années 90, le PIB par habitant était de 200 dollars par habitant, il est de plus de 2000 dollars par habitant actuellement, avec effectivement un pays qui est tiré par les exportations et qui est intégré économiquement dans sa zone immédiate qui est l'Asie, on en reparlera, et avec des opportunités d'affaires pour ceux qui arrivent à en saisir l'opportunité qui sont assez grandes. Merci. On va marquer une courte pause. On revient juste après pour un focus sur les secteurs porteurs sur place. De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International pour cette émission consacrée au Vietnam et à sa capitale, Hanoï. Jean-Philippe, quels sont les secteurs porteurs du pays et surtout quels sont les domaines dans lesquels l'expertise française est bienvenue ? Alors les secteurs porteurs, le Vietnam est un pays qui se développe très rapidement, donc les secteurs porteurs sont dans l'infrastructure, des réseaux, alors que ce soit réseau télécom, réseau routier, réseau portuaire, aéroportuaire. Vous avez le domaine de l'énergie qui est important, vous avez le domaine de la santé-médecine également, le domaine aussi de l'immobilier qui se développe aisément. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un pays aussi qui est porté par les exportations. Vous avez tout ce qui est textile, biens de consommation qui se développent énormément. En termes de l'agroalimentaire également est important, puisque des considérations de sécurité alimentaire qui sont à prendre en compte. Et la France est bien placée dans un certain nombre de secteurs, notamment comme tout ce qui est infrastructure, en énergie renouvelable, tout ce qui est en agroalimentaire, tout ce qui est en santé-médecine et en nouvelles technologies de l'information. Ok, donc à bon entendeur. Dinh Long, vous avez travaillé dans le domaine social et environnemental. Qu'en est-il de ces deux secteurs sur place ? Alors, l'économie sociale et solidaire au Vietnam, c'est pas quelque chose qui explose, mais c'est vraiment c'est de plus en plus dynamique. Donc, il y a 20 ans, il y avait 3-4 pionniers de l'entrepreneuriat social, d'entreprises sociales. Et aujourd'hui, il y a des initiatives qui vont un peu partout, dans l'inclusion des minorités ethniques, dans le tourisme durable, dans l'expression de soi par l'art, dans un peu l'éducation alternative ou le traitement des déchets. Et moi, j'ai ressenti une énergie des Vietnamiens qui souhaitent s'engager, qui créent des entreprises, qui créent des emplois, et ça bouge pas mal. D'accord. Donc c'est en plein essor, en fait. C'est en plein essor, oui. Benoît, quelle est la place de la France dans les échanges économiques avec le Vietnam ? Alors, le Vietnam a d'abord été longtemps sous perfusion économique de l'Union soviétique. Il faut vraiment avoir un regard historique sur la place de la France dans les échanges avec ce pays. Et au début des années 90, l'Union soviétique disparue. La France était un partenaire présent. À l'époque, le président François Mitterrand était le premier président occidental à s'être rendu au Vietnam. Et la France avait décidé à ce moment-là d'utiliser le Vietnam comme étant une porte-avions, une plateforme de notre tour en Asie. À l'époque, c'était 4% de part de marché en fait avec le Vietnam. La France était un partenaire réel. Aujourd'hui, si on regarde les chiffres, encore une fois, tout ne se résume pas en chiffres, mais si on regarde les chiffres, la France n'a plus que 0,58% de part de marché dans le pays. Et tout ça est d'abord marqué par l'ouverture considérable de l'économie vietnamienne qui s'est d'abord tournée vers ses voisins asiatiques. Et ça a créé une concurrence qui n'a pas été forcément en notre faveur.
Donc c'est un marché concurrentiel, Jean-Philippe. C'est un marché très concurrentiel, effectivement. Comme Benoît le disait, on a 85% des investissements étrangers qui sont d'origine asiatique. C'est un marché concurrentiel aussi qui présuppose la connaissance du terrain, la connaissance des codes. Mais je pense que malgré les chiffres qui sont là, il faut rester optimiste parce que le mode de développement des affaires est aussi passe d'un système institutionnel des grands groupes de plus en plus vers des PME ou vers des structures, comme le disait Dean Long, un peu plus adaptées comme les startups. Et par exemple, il y a la French Tech Viet au Vietnam qui investit un maximum de collaboration avec des partenaires vietnamiens à un petit niveau. Et c'est peut-être aussi ce nouveau mode des affaires qu'il faut revoir, même si c'est petit par rapport à des grands contrats, mais qui peuvent nous permettre en fait de reprendre pied et de rebâtir quelque chose sur un mode un peu moins institutionnel et un peu plus pratique. Ok. Marie, qu'en est-il du secteur des écoles de langue ? Alors les écoles de langue, elles sont quand même davantage tournées vers l'anglais, même s'il y a quand même une grande demande du français, particulièrement dans certains domaines, la médecine ou l'architecture. On a quand même beaucoup d'étudiants vietnamiens qui souhaitent se former en France. Et là, il y a quand même encore une grande alliance encore entre pour les études universitaires entre la France et le Vietnam. Et puis aussi des nouvelles startups qui sont dans le domaine environnemental. Il y a quand même beaucoup de mouvements, donc le français est très demandé. Et chez les enfants, il y a un vrai boom, à Hanoï surtout, avec le lycée français. Enfin, on va en parler après, du lycée français. Mais oui, les enfants veulent apprendre le français, l'anglais, le piano. Enfin, il y a un mouvement un peu comme les mamans tigres qui veulent vraiment former énormément leurs enfants. Donc oui, le français est quand même en petit essor, même si par rapport à l'anglais, bon, voilà. D'accord. Mais c'est partout, je crois. Alors, quand on envisage une installation au Vietnam, la question se pose entre Hanoï, la capitale, ou Ho Chi Minh Ville, le poumon économique au sud. On écoute à ce sujet Thibaut Clémenceau, français installé à Hanoï. Bonjour Paris. Alors oui, c'est toujours le grand débat Ho Chi Minh, Hanoï. Je pense que du point de vue d'Ho Chi Minh, Hanoï est une ville plus intéressante d'un point de vue culturel. C'est une ville plus authentique, alors qu'Ho Chi Minh est une ville plus jeune, elle a 300 ans environ et plus internationale. Et je pense que du point de vue d'Ho Chi Minh, Hanoï consiste en un meilleur point de base, on va dire, touristique, notamment pour découvrir les magnifiques régions du Nord, les montagnes, la baie d'Along. Alors que je trouve qu'il est plus difficile de sortir d'Ho Chi Minh. Il y a moins de choses à faire autour d'Ho Chi Minh. Ensuite, je pense que les avantages d'Ho Chi Minh sur Hanoï, c'est que c'est une ville plus dynamique, plus internationale, notamment via son marché du travail. Il est plus facile de trouver des opportunités. Et puis je pense aussi qu'au niveau du cadre de vie, c'est une ville plus agréable, mieux organisée que la ville de Hanoï. Dean Long, vous aviez prévu de travailler à Ho Chi Minh Ville et finalement vous êtes tombé sous le charme de Hanoï et vous avez réussi à trouver du travail sur place, comme quoi il y a des opportunités. Alors tout à fait. Alors j'avais vraiment l'objectif d'aller à Ho Chi Minh Ville parce que comme le disait la personne dans la vidéo, c'est plus dynamique, c'est plus international. Enfin, c'est l'image qu'on en a à l'extérieur du Vietnam. Et je me suis retrouvé à Hanoï un peu par hasard pour voir ma famille. Et je suis vraiment tombé sous le charme de Hanoï. Vraiment, quand on creuse un peu plus loin, on voit que ça bouge bien, qu'il y a une bonne activité culturelle, on en reparlera plus tard, mais qu'il y a des opportunités professionnelles, que c'est aussi, comme le disait, c'est la plateforme de tourisme aussi dans le Nord, et qu'en cherchant bien, on trouve aussi des opportunités qu'il y a à Ho Chi Minh Ville, et que une personne m'a dit, et ça m'a fait un peu mon déclic de Hanoï, si tout le monde va à Ho Chi Minh Ville, il n'y a plus personne à Hanoï et j'ai décidé de rester à Hanoï justement un peu pour c'est logique. Pour contribuer un peu à l'effervescence de Hanoï. Jean-Philippe, en termes d'implantation d'entreprise, qu'est-ce que vous conseillez à vos clients ? En fait, il n'y a pas d'implantation idéale. Ça dépend ce que le client veut.
En fait, ça, moi, j'accompagne plusieurs entreprises, par exemple, qui cherchent à être près d'un grand port, qui veut exporter vers la Chine. Bon, ça sera peut-être plutôt Hanoï. Maintenant, si les exportations vont plutôt sur l'ASEAN ou plutôt sur l'Inde, ça sera peut-être plus au sud. Il n'y a pas en termes d'entreprise une destination idéale. Il y a un cahier des charges qui est émis, il y a des solutions qui sont proposées par différentes bases, que ce soit Hanoï, Da Nang ou Ho Chi Minh Ville. Et puis après, c'est en fonction de la demande de voir où on s'installe. Et d'un point de vue plus général, quels sont vos conseils en termes d'implantation d'entreprise? Quelles sont les principales difficultés auxquelles vos clients ont affaire? En fait, les principales difficultés ne sont pas tellement d'ordre technique, parce que quand on veut s'installer, ouvrir un bureau de représentation, une succursale, une filiale, il y a des cabinets d'avocats qui sont là pour aider, pour la licence d'ouverture d'une entreprise, une licence dans une activité différente. Les difficultés sont plus d'ordre, je dirais, culturel. Elles sont plus d'ordre de trouver le bon partenaire. Ça, c'est très important, l'identification et la qualification du bon partenaire, parce que quand on s'engage sur un long terme et assurer une durée de développement de son entreprise, c'est important d'avoir le bon partenaire. Et puis de trouver les bons éléments, les personnes sur lesquelles on va s'appuyer en fait, pour faire tourner la structure. En local, c'est très important. Et comme c'est un pays qui se développe très rapidement, souvent il y a un turnover je dirais des managers qui sont chassés par d'autres et qui, pour un meilleur salaire ou des meilleures perspectives de carrière, peuvent vous abandonner et aller voir quelqu'un d'autre. Benoît, quelques mots rapides sur la rivalité historique un peu entre Hanoï et Ho Chi Minh Ho Chi Minh Ville. Est-ce qu'on peut encore parler de rivalité aujourd'hui? Il y a longtemps une rivalité parce qu'elle est héritée de l'histoire, elle vient de l'histoire, c'est tout simple. Le Sud-Vietnam a été, on va dire, colonisé par le Nord-Vietnam au XVIIIe siècle et son histoire, en fait, s'est construite de façon distincte depuis 300 ans aujourd'hui. Bon, il y a la question de la mémoire de la guerre qui a affronté le Nord-Vietnam, le régime communiste nord-vietnamien des années 50 aux années 70 au régime sud-vietnamien a laissé des traces. Donc effectivement, quand on est en 76, quand le pays se réunifie, l'élite du Nord-Vietnam regarde le Sud avec une certaine suspicion. Et pendant 20 ans, ça a été ça. Il faut vraiment tenir les Sud-Vietnamiens parce qu'on ne sait pas si l'affaire est digérée. Aujourd'hui, on sent qu'il y a une rivalité qui est moindre. Longtemps, le Sud était le poumon économique, le Nord était vraiment l'appareil décisionnel. Aujourd'hui, les choses sont plus diffuses. D'accord, donc on ressent moins le besoin de maîtriser cette région du Sud. Le Vietnam est un pays très touristique, c'est un secteur en constante expansion, mais qui doit être maîtrisé, bien sûr. On écoute tout de suite à ce sujet Mathieu Arnaudet, qui a monté l'agence de voyage Parfums d'automne sur place. Bonjour Paris, bonjour tout le monde. D'après les chiffres du ministère du tourisme vietnamien, il y aura plus de 14 millions de visiteurs internationaux au Vietnam en 2018, ce qui fait plus de 20% d'augmentation par rapport à 2017. C'est-à-dire que ce secteur est en pleine expansion depuis quelques années, et notamment dopé par les touristes chinois et coréens, qui sont pour plus de la moitié des visiteurs internationaux au Vietnam. Donc en termes de quantité, les chiffres du tourisme vietnamien sont très très encourageants et les objectifs vont être atteints. Ensuite, il y a en termes de qualité d'accueil et de respect des sites visités. Et c'est déjà une question importante. Marie, les chiffres sont impressionnants. Comment ça se ressent au quotidien Ce qui est marrant en fait, c'est que y a vraiment des zones très 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 touristiques, aussi bien des touristes internationaux que des touristes vietnamiens, parce que les Vietnamiens donc sont amenés de plus en plus à découvrir leur pays, leur propre pays, hein. Quand même c'est important. Et c'est vrai que souvent on arrive dans des endroits comme la baie d'Along ou Hoi An, où vraiment c'est noir de monde, et puis on fait 20 km et puis là on se retrouve un peu tout seul, voilà. Puis il y a quand même un fort impact qui commence à être un petit peu modifié par rapport à la pollution, par rapport malheureusement
aux résultats, aux conséquences de ce trop-plein touristique de certaines zones. Donc c'est vrai que mais il y a de l'organisation, les gens commencent à avoir plus de respect pour la nature, à organiser des collectes de déchets. Voilà, c'est encourageant. L'impact environnemental, c'est un vrai sujet de la société civile d'Inlong. L'impact environnemental du tourisme de masse. Effectivement, du coup, le mauvais côté de cette croissance du tourisme un peu peu contrôlée, c'est qu'il y a des dégâts environnementaux. L'exemple classique, c'est on va à la baie d'Along et l'eau est infestée de déchets. Donc c'est plutôt dommage pour une région aussi belle que la baie d'Along. Il y a aussi le fait que souvent les communautés locales ne reçoivent pas les revenus générés par le tourisme. Et il y a des initiatives de tourisme durable qui sont faites. Alors, heureusement, depuis quelques années, c'est pas encore le boom, c'est vraiment embryonnaire, mais il y a des initiatives qui se font pour inclure les communautés locales, créées par la communauté locale pour les communautés locales, où ils organisent des packages que ce soit de trek, mais aussi de logement chez l'habitant, où ils forment les minorités ethniques pour devenir guides, à parler anglais. Et aussi, l'argent généré permet aussi de revenir à la communauté pour envoyer les enfants à l'école, pour promouvoir les produits locaux et préserver la culture locale. Donc ça commence à se faire dans les zones assez touristiques, un peu moins. Intégrer les minorités ethniques, etc., à la vie professionnelle et à la vie publique, Benoît, ça fait vraiment partie de ce que fait un État communiste. Un État communiste, il est en recherche avant tout de légitimité et de créer une sorte de société représentative qui inclut chaque membre ou chaque partie de l'ensemble national. Alors c'est vrai que la République démocratique du Vietnam, dans les années 50, en mettant en place sa première assemblée nationale, a intégré des représentants issus des minorités ethniques. Je rappelle qu'il y a 54 minorités ethniques officielles au Vietnam et que naturellement, il n'était pas question pour le Parti communiste vietnamien de s'opposer au niveau de l'image à ces représentants. Donc effectivement, ça a toujours fait partie, mais vous verrez ça dans n'importe quelle société communiste où il était mis en avant en fait les différents membres d'une société. Ok. Pour terminer ce focus sur le tourisme, on regarde tout de suite une vidéo de Fabienne Phong Yan et son food tour Hanoï et The Railway Café. Il y a un an encore, cette partie de Hanoï n'était pas du tout touristique et le café de Tao était en fait le premier à s'être installé sur cette section. Or, aujourd'hui, après 12 mois d'activité, on voit maintenant 4, 5, 6 cafés sur cette portion de la rue. Le food tour représente une activité où tout le monde peut y trouver son compte. Aussi bien les étrangers qui peuvent devenir guides, qui peuvent apprendre de la population locale, que pour les jeunes Vietnamiens qui veulent travailler dans le tourisme. Merci de nous avoir suivis et si vous voulez nous rencontrer, rendez-vous sur la voie ferrée à Hanoï. La ville de Hanoï a connu ces dernières années vraiment une explosion démographique. Comment vous l'avez vécu, vous qui avez connu Hanoï il y a longtemps, Benoît, et qui il y a longtemps, et qui est retourné aujourd'hui? Non, effectivement, il y a aujourd'hui deux Hanoï. Il y a 20 ans, il y avait un Hanoï, une raison toute simple, le développement de ce qu'on appelle le Grand Hanoï dans les années 2000, avec en 2009 l'intégration d'une province limitrophe de la ville, la province de Ha Tây, et de certains districts qui a permis d'incorporer, d'accepter tout cet exode rural qui faisait en fait que cette ville est passée de 3,5 millions d'habitants à aujourd'hui près de 7,5 millions. Donc la ville a spatialement été multipliée par deux et c'est la nouvelle ville qu'on ne voit pas. En fait, c'est une ville avec plus de 100, une centaine d'immeubles d'une centaine de mètres. Et ça, c'est un nouveau visage qui a naturellement conduit à certaines spéculations immobilières et qui a participé qui est la preuve en fait d'une réinvention de ce pays depuis une vingtaine d'années. Ok. Est-ce que les infrastructures suivent, Jean-Philippe? Alors, les infrastructures,
ont un peu de mal à suivre et effectivement on le voit en termes de transport. Je vais simplement donner un exemple. Moi quand je suis arrivé en 92, j'étais dans les dortoirs à Thanh Xuan, c'était en plein milieu des rizières. J'y suis retourné il y a 2 ans, j'ai pas trouvé l'entrée. C'était complètement au milieu des nouvelles constructions. Et donc forcément, ça a un impact sur les infrastructures. Alors, il y a le développement du métro, des bus, etc. De manière un peu disparate. Donc il y a des efforts qui sont faits. Mais moi, ce qui me frappe quand je rentre au Vietnam, par rapport à ce que j'ai connu dans les années 90, c'est effectivement le problème d'embouteillage. Oui, du coup, C'est très engorgé. Très engorgé, le problème de la pollution. Et donc, et puis le problème effectivement de la hausse des prix. Mais sur les infrastructures, c'est un réel enjeu pour le futur de voir comment développer les transports publics et en commun pour voir comment gérer ces problèmes de congestion. Marie, Jean-Philippe a évoqué le problème de la pollution. Ça se ressent vraiment au quotidien et comment on fait? On sort avec des masques? Alors oui, on sort beaucoup avec des masques. Alors il y a des masques de tout type, mais qui sont pas vraiment des protections efficaces, hein, je pense. Après, il y a des mesures qui se font de temps en temps. Par exemple, au lycée français, on enlève les enfants de dehors, quoi, parce qu'il y a une réelle pollution. On met des filtres. Donc c'est vrai que quand même, plusieurs fois par an, Hanoï est devenue la ville la plus polluée du monde. Donc bon, c'est aussi parce que voilà, elle est très engorgée, parce qu'il y a un trafic assez intéressant et que du coup, forcément, ça se répercute. Il y a aussi la position d'Hanoï, c'est quand même au nord, c'est un climat froid, humide. Il y a quand même la localisation d'usines qui viennent de Chine, Aussi. qui viennent comme ça participer à une pollution constante, parce que quand même Hanoï reste plus petit que Ho Chi Minh, mais reste plus pollué. Donc moi j'avais une amie à Ho Chi Minh, souvent elle me disait nous on est plus grand, mais vous êtes plus pollués, nananaire. Donc bon, mais On respire mieux à Ho Chi Minh. voilà, mais bon, on prend des mesures et puis voilà. On va maintenant parler des différents quartiers à Hanoï et des choix de logement faits par les expatriés. On écoute Solal Bordenave à ce sujet. Bonjour Paris, ici on est à Hoa Kem Lake, au cœur du vieux quartier de Hanoï. Alors le vieux quartier de Hanoï, c'est très sympa pour s'y balader, pour les restaurants et les bars, mais peu d'étrangers choisissent de s'y installer parce que les rues sont assez petites et c'est très bruyant. Au sud d'ici, on trouve le quartier français, qui est plus calme et un peu plus chic, et qui est un choix pour beaucoup d'expatriés. Et au nord d'ici, autour du lac de l'Ouest, l'autre grand lac de Hanoï, on trouve Tay O et Ba Dinh. C'est les deux principaux choix pour les expatriés. Alors Tay O, c'est là où il y a le plus d'occidentaux. Donc si vous avez le mal du pays ou si vous avez peur d'un choc culturel trop important, c'est un bon choix. Parce qu'il y a beaucoup de restaurants étrangers, c'est facile de s'y sentir à l'aise. Moi-même, j'ai préféré Ba Dinh, qui est donc juste au sud du lac de l'Ouest et à bonne distance de tous les principaux points de la ville. Et on s'y sent plus au Vietnam, donc que je trouve plus intéressant du point de vue de l'expérience. Dinh Long, d'abord, quel choix vous avez fait pour vous loger et à quel prix? Alors moi, j'avais fait le choix du logement le moins cher possible que j'avais trouvé sur des groupes Facebook. Parce qu'au Vietnam, tout se fait sur Facebook. Et j'avais un logement dans une colocation dans le quartier de Ba Dinh, où je payais à peu près $200 par mois. D'accord. Donc j'étais dans une... C'est les prix. Vous aussi, c'était ça, Marie? Oui, quand j'étais en coloc au début, c'était dans les $280, oui. Mais puis après, quand j'ai eu un studio à moi, j'ai payé quand même dans les 400, 450. Et ouais, mais bon, c'était un choix aussi. Mais oui, généralement, ça tourne autour de ça en coloc. D'accord. Et au niveau de l'offre culturelle, qu'est-ce qui se passe à Hanoï, Dinh Long? D'abord, moi, j'étais très satisfait à Hanoï. Il y a vraiment de tout. Il y a vraiment un choix de théâtre, de concerts, de danse, de soirées un peu thématiques, poésie, slam. Il y a une montée de la scène, la scène musicale un peu indépendante. Et il y a aussi une montée comme le montre mon bracelet, Oui, vous en avez beaucoup. de festivals de musique, un peu à l'européenne, un peu comme le Rock en scène de Paris. Pas à la même échelle, mais il y a un parc naturel à 1 heure de Hanoï qui s'appelle Sunting, où justement ils font 2 festivals qui s'appellent Quest et Équation, qui sont vraiment des festivals contemporains avec Et des ça, artistes. c'est vraiment fréquenté par les Vietnamiens ou c'est multiculturel? Alors, c'était à l'initiative, la création venait d'expats.
mais le public, c'est à la fois des expats et des Vietnamiens. Et c'est justement, je dirais, assez moderne. C'est très intéressant pour les Vietnamiens d'y aller. J'étais allé avec un gang de Vietnamiens, et pour eux, c'était la première fois qu'ils voyaient ça. Autant d'expats au même endroit, avec de la musique, des scènes. C'est apprécié, ouais. Au niveau du système de soins, Jean-Philippe, est-ce qu'il est bon, le système de soins sur place ? Alors, le système de soins sur place, je crois que Marie en parlera un peu, mais il y a effectivement des hôpitaux privés qui se mettent en place et des hôpitaux publics. Avec sur les hôpitaux publics sur Hanoï un certain engorgement avec des personnes qui viennent un peu des alentours pour avoir accès à ces soins. Donc il y a un engorgement, et puis sur le public, les soins sont de qualité, sont un peu plus onéreux. Mais il y a réellement une volonté, il y a des programmes de développement et de construction de nouveaux hôpitaux au Vietnam, il y en a 35 ou 37 qui sont prévus, avec le développement effectivement de partenariats publics-privés, pour voir comment répondre à une demande qui est très forte. Ok. Marie, vous avez une anecdote, vous avez eu affaire au système de soins sur place ? Oui, moi j'ai eu un petit accident de moto et donc je suis allée, j'ai eu des visites fréquentes à l'hôpital. Et il y a plusieurs soins, il y a plusieurs systèmes. Il y a l'hôpital français qui est un petit peu onéreux, donc j'ai choisi un hôpital vietnamien où le personnel parle anglais, mais des fois il y avait des petits problèmes de lost in translation. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée, on devait regarder ma thyroïde et je me suis retrouvée avec une endoscopie. Et c'était apparemment quelque chose d'assez fréquent. Une amie qui avait une grippe, on lui a demandé de faire une coloscopie absolument. Donc elle est partie, elle a dit non, désolée. Et le médecin lui a dit non mais si vous faites pas cette coloscopie, moi je vous soigne pas. Ne me soignez pas. Et voilà. Donc, problème de compréhension à cause de la langue, en fait. À cause de la langue, on parle anglais, mais c'est vrai qu'il y a quand même encore des difficultés. Même avec Google Translate, c'est quand même pas toujours évident. Mais par contre, ce qui est intéressant au Vietnam aussi, c'est qu'on peut avoir accès à de la médecine assez traditionnelle qui est très intéressante. Moi, j'ai découvert l'acupuncture là-bas, j'ai découvert des massages, j'ai découvert... c'est très, très, très intéressant de découvrir un autre type de médecine et un autre type de guérison, en fait. Pour revenir au coût de la vie, Jean-Philippe, par rapport à il y a 20 ans, quand vous y viviez, ça a vraiment explosé ? Oui, en fait, j'avais l'habitude de suivre un peu quand je retournais au Vietnam là, régulièrement depuis mon départ en 2005. Alors, j'ai pas tenu des comptes précis, mais je dirais c'est x3, x4 dans la consommation courante, si vous voulez. Donc, c'est surtout vraiment à relativiser avec le pouvoir d'achat sur place. C'est surtout à relativiser avec le pouvoir d'achat. Donc, si vous voulez, effectivement, alors j'ai pas les chiffres exacts, mais si vous voulez, en termes de pouvoir d'achat, forcément, il y a un impact plus fort avec les prix à la consommation qui augmentent régulièrement. Et ce qui est finalement une tendance à suivre dans un pays qui se développe effectivement aussi rapidement que ça. Mais c'est les prix à la consommation, moi, depuis 2005, on fait x3, x4. Oui. On va aborder le sujet de la scolarité. On écoute Hanlin et Siloé qui nous présentent le lycée français de Hanoï dans lequel elles étudient. Bonjour, je suis Hanlin et je vous présente Siloé. Nous sommes toutes les deux élèves au lycée français Alexandre Nyersin de Hanoï et nous sommes en classe de CM2. Nous allons vous présenter l'établissement. Il existe depuis 1982 et il accueille actuellement 980 élèves. Les classes vont de la petite section jusqu'à la terminale. Nous sommes un lycée du réseau de l'AEFE, réseau qui regroupe 500 établissements dans le monde. En septembre 2018, nous avons emménagé dans un nouveau lycée dans le quartier de Long Bien, à quelques minutes du centre-ville de Hanoï. Je vais vous présenter les infrastructures du lycée. Nous avons la chance d'avoir un stade, un gymnase, un terrain multisport, une piscine chauffée et plein d'autres choses que nous vous invitons à venir découvrir. C'était Siloé et Hanlin depuis Hanoï au Vietnam. Merci.
Jean-Philippe, vous avez 2 enfants qui ont été scolarisés au lycée français. Oui, on avait Aurore et Émilie qui ont été scolarisées parce qu'on ne se posait pas de questions quant à l'éducation à leur apporter. Et ce que je voulais dire, moi, ce qui m'a surpris en voyant cette vidéo, c'est de constater le nombre d'élèves, 980, parce que quand j'étais, moi, président du conseil de gestion en 2002-2003, on était à 400 étudiants ou 360. Donc, en fait, ce qui est important, c'est de voir qu'effectivement, il y a cette croissance, qu'il y a une réelle demande d'éducation de qualité et que c'est un réel atout, en fait, pour les sociétés françaises qui veulent s'implanter à Hanoï d'avoir un lycée aussi performant et aussi d'un niveau aussi élevé que ça. D'accord. Avant de conclure cette émission, on va parler d'un sujet important, les différences interculturelles. Alors, vaste sujet, mais on va faire un tour de table. Si chacun, vous pouvez me donner un conseil, comment aborder les différences interculturelles, comment on s'y prépare, Dean Long? Moi, je dirais 2 conseils. Le premier, c'est... détendez-vous. Let it go. Ça va bien se passer. Les Vietnamiens, il y a plein de problèmes et ils trouvent tout le temps une solution. Ils appellent leur oncle, ils appellent leur ami, qui appellera quelqu'un d'autre. Et au final, dès que vous avez un problème, de la vie quotidienne ou n'importe quoi, ça va bien se passer. Et les Vietnamiens sont très débrouillards et c'est quelque chose qui va un peu que vous allez aussi intérioriser aussi. Vous allez au bout d'un moment, intégrer. Et le deuxième, c'est n'ayez pas peur quand ils vous posent plein de questions. En mode mitraillette, sans trop. Dès que je rencontrais quelqu'un, il me demandait, ou elle me demandait, salut, t'as quel âge, est-ce que t'es marié? Non, est-ce que tu veux que je te présente à ma fille ou à la fille de mes voisins? D'accord, un peu intrusif quand même. Au début, ça peut faire un peu peur, mais bon, on s'y habitue. D'accord. Benoît? La première chose qui saute aux yeux, c'est vrai que c'est le rapport à la langue. On vient souvent de France en se disant, voilà, le Vietnam est une ancienne colonie française, un pays francophone, mais le Vietnam n'a jamais été complètement un pays francophone. C'était une colonie d'exploitation et non de peuplement. C'est-à-dire qu'à l'époque même de la colonie, il y avait quand même peu de francophones. Aujourd'hui, on estime à 600 000 locuteurs de français dans un pays de près de 600 millions d'habitants. Alors le conseil que je donnerais est très simple, jetez-vous dans la langue, elle est passionnante, c'est extrêmement amusant de converser avec un Vietnamien dans sa langue, on fait tous des erreurs incroyables, mais c'est beaucoup de plaisir et aujourd'hui ça devient une réalité pour tout le monde. Pourquoi on n'est peut-être pas si présent sur place? C'est parce qu'il y a aussi peut-être pas suffisamment de vietnamophones qui travaillent avec les Vietnamiens et qui d'égal à égal dans une langue qui est la leur. D'accord, il faut faire l'effort. Vous le parlez, vous, le vietnamien, Jean-Philippe? Oui, je l'ai appris. J'ai eu la chance, moi, de bénéficier de bourses de l'AUF et du ministère français des Affaires étrangères pour apprendre le vietnamien. Donc, je l'ai appris pendant 5 ans à l'université. Je continue à le pratiquer et je crois que c'est très important. Et pour rebondir sur ce que disait Benoît, d'abord, pour l'entreprise, je pense qu'il y a une prise de conscience qu'effectivement, on n'est plus en capacité d'imposer. Donc, il faut écouter, il faut composer. Et pour composer, c'est l'écoute, c'est comment mon sujet est traité dans la grille de lecture vietnamienne. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, pour rebondir sur ce que disait Dean Long, sur le côté un peu intrusif, c'est un peu normal. C'est-à-dire que en France, on est chez Descartes, on est, je pense, dont je suis au Vietnam, vous êtes par rapport à votre environnement. Oui. Donc, on va vous poser des questions pour vous situer par rapport à votre interlocuteur. C'est-à-dire que moi, par rapport à mes filles, je suis pas je suis papa. Par rapport à mon épouse, je suis son mari. Par rapport à mon beau-père, je suis son gendre. Donc le pronom personnel n'est pas je, mais est le pronom personnel qui correspond à votre fonction sociale dans cet environnement. D'où effectivement cette mesure un peu intrusive. Donc voilà, ce sont des clés, ce sont des codes qui permettent, à défaut de bien comprendre, parce qu'il y a toujours des fils qui sont invisibles, mais au moins c'est d'appréhender l'environnement et de ne pas se poser trop de questions sur ce qui ne mérite pas d'être posé. Marie, un dernier mot rapidement sur les différences interculturelles. Donc pour rebondir à tout ce qui a été dit, je dirais aussi accrochez-vous au niveau de l'apprentissage du vietnamien parce qu'il exige une grande oreille avec beaucoup d'accent. J'ai vraiment eu du mal, moi, même malgré mes cours, c'était extrêmement décevant qu'on me demande encore de « Hein ? Quoi ?» Parce qu'il y a aussi, je pense aussi,
ça se mérite d'apprendre le vietnamien. Et puis aussi, c'est un pays très optimiste au niveau entrepreneurial, au niveau familial, très très dynamique aussi. Et ça, c'est très agréable. Et je pense que quand on a vécu au Vietnam et qu'on revient, on revient plein d'élan. On a envie de créer des choses. Moi, c'est vrai que là, je suis en train de lancer une petite entreprise sur le théâtre en français, le guide théâtral. Et c'est vraiment, je pense, le Vietnam qui m'a donné cette énergie, cette pulsion. Donc, même si ça peut paraître très effrayant, honnêtement, le trafic et la pollution, la première fois qu'on débarque, on est là, Il je suis faut y jamais aller, arrivée à sinon. traverser la rue, mais jamais. Et ben, on y arrive et c'est vraiment... On terminera sur cette note d'optimisme. Alors, merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Les 24 heures chrono, ça continue. Restez connectés avec la ville de Kuala Lumpur en Malaisie.